Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, surtout sur du court terme, parce que sur du moyen terme, il s'est pas passé grand-chose, donc on se concentrera sur de l'intraday, voir si on a des opportunités. On verra Ethereum, on verra également des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser dans les dernières vidéos. J'ai noté ICP, j'ai noté Algo et j'ai noté EGLD. Donc on verra ces trois altcoins-là. On fera une analyse du marché US, S&P, Nasdaq, l'indice du dollar, et voilà, une grosse revue comme d'habitude. Donc comme je disais, ouais, sur BTC, bon, en daily, il n'y a pas grand chose à dire. Pour le moment, on est en train de consolider quand même sous des niveaux de résistance. Pour moi, on n'est pas sur un support majeur, donc c'est compliqué de se positionner ici. Moi, vous savez que j'adore localiser mes zones. C'est la première chose que je fais quand je veux trader ou investir. C'est la première chose, c'est de déterminer des zones qui sont idéales. Et actuellement, on n'est pas dans une zone idéale. Si je regarde en weekly, les zones idéales qu'on avait déjà regardées ensemble, hop, tac. On a les 0,382 au niveau des 51 000, 52 000 $. On a les 44 000 $, 0,5 de retracement au niveau de support. Ça, c'est des bonnes zones. Actuellement, pour moi, la zone, elle est pas idéale. Donc, pour le moment, agir ici sur du daily, sur le BTC, ça me semble compliqué tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, ou qu'on a ici une pattern de retournement. Donc ça serait pas mal si on a une clôture au-dessus des 58 500 $, mais la vraie confirmation, où selon moi on aurait des probabilités plus importantes de repasser dans une dynamique haussière et aller chercher le haut de range, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, voilà, il y en a qui peuvent faire de la contre-tendance en se positionnant sur ce genre de mèche pour jouer un rebond, ok. Par contre, il faut prendre des profits assez rapidement et ne pas holder une position qui est potentiellement à contre-tendance, donc on peut jouer un rebond. Maintenant, faut pas espérer et prier en se disant faut que ça retourne à la hausse, faut qu'on ait à nouveau une dynamique qui est haussière. Pour le moment, moi, de ce que je constate, en daily, la dynamique est baissière, on a quand même cassé des creux assez importants. Donc attention à ne pas se précipiter trop rapidement. Le problème qui peut être dangereux, c'est vu qu'on a eu quand même des baisses assez importantes, on a des rebonds qui sont importants. Et on voit que voilà, sur des altcoins, il y a des altcoins qui reperforment bien, par exemple SEI, on le voit sur les derniers jours, plus 12%, hier plus 10%, et on peut se dire, waouh, ça y est, ça reperforme bien, parce que en 2 jours, on fait quand même un plus 23%. Parce que si on dézoome, c'est insignifiant, c'est normal. Plus il y a de la volatilité, plus l'amplitude, que ça soit à la hausse ou à la baisse, est important, et attention à ne pas être biaisé suite à ça. Donc voilà, sur le BTC, ça change pas. Globalement, le niveau vraiment très intéressant que j'aimerais voir réintégré, c'est ce niveau-là. Si on fait quelque chose comme ça, il peut y avoir ici un setup pour viser le haut de range avec une zone d'invalidation si on réintègre à la baisse ce niveau qui fait office de support. Maintenant, la break, il est censé faire office de résistance. Donc voilà, ça sera une bonne zone pour se positionner. Dans tous les cas, peu importe les décisions que vous prenez, ce qui est vraiment important et ce qui va vraiment vous faire tenir sur le long terme, c'est d'avoir une bonne gestion de votre risque, d'accord? Vous pouvez vous tromper et tout le monde n'a pas 100% de win rate et je vous le dis clairement, vous n'êtes pas obligé d'avoir même 80-90% de win rate pour être rentable. Les personnes qui vous annoncent ah bah j'ai une stratégie de trading avec 97% de win rate sûr, ça fonctionne. Non, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une win rate et surtout le taux de réussite en trading ne veut rien dire parce que c'est bien d'avoir 80% de win rate, mais quand vous gagnez, combien vous gagnez, et quand vous perdez, combien vous perdez. Parce que si vous avez un win rate de 80% de win rate, mais que vous avez un risk reward qui est extrêmêmement faible, c'est-à-dire que quand vous gagnez, allez, on va dire $10, mais quand vous perdez, vous en perdez 200, vous n'êtes pas rentable comme ça sur le long terme. Donc le win rate, le taux de réussite doit toujours être accompagné d'un risk reward moyen. Je prends un exemple très simple, quelqu'un qui a un risk reward moyen de 2 pour 1, ici 2 pour 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il risque 1 pour gagner 2. C'est-à-dire que s'il a son stop loss, il a une perte de moins 100 $, si il prend ses profits à 2 pour 1, il a un gain ici, j'ai mis moins 100%, c'est moins 100 $. C'est-à-dire que là, il prend ses profits à plus de 200 $. Donc, il gagne 2 pour gagner 1. S'il risque 50, donc s'il perd moins 50, c'est pour gagner ici 100. D'accord? On voit bien, il gagne 2 pour risquer 1, tout simplement. Quand vous avez un risque reward de 2 pour 1, vous devez avoir, pour être rentable, sans prendre les frais, vous devez avoir un taux de win rate de 34%, supérieur à 34% de réussite. Donc la personne qui a 45-50% de réussite sur un setup, qui tourne avec un risk reward moyen de 2 pour 1, cette personne-là est rentable. Pourtant, elle a raison qu'une fois sur 2, d'accord? Et pareil, quelqu'un qui va avoir un risk reward un peu plus important, 3 pour 1, c'est-à-dire que là, la personne, pour risquer 100, elle va gagner 300, pour risquer 20,
elle va gagner 60, d'accord, 3 pour 1, et ben pareil, cette personne n'a pas besoin d'avoir 80% de win rate pour être rentable, elle a besoin d'un win rate supérieur à 25%, 25-26%, donc sans compter les frais. Donc c'est là l'importance d'avoir une très bonne gestion de votre risque, et c'est possible d'avoir plus souvent tort que raison, et être rentable, d'accord. Une personne qui va avoir 40% de win rate, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur 10 trades, elle va en gagner 4, et elle va en perdre 6, d'accord. Pourtant, avec une bonne gestion de risque, si pour chaque trade, elle perd, elle fait -1 pour chaque trade, et pour chaque trade gagnant, elle fait +3, cette personne-là est rentable, d'accord, parce que les gains compensent clairement les pertes. Voilà, +3 pour chaque trade, 4 x 3, ça nous fait 12, et -1 pour 6 trades, ça fait -6. Au final, elle se retrouve avec +6R. Et si 1R est égal à 1%, elle est à +6%. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de votre risque. Donc peu importe, c'est ça qui vous fera tenir sur le long terme. Vous pouvez être très bon en analyse technique, vous pouvez être un très bon trader, avoir que ce soit analyse fondamentale, analyse technique, prise de décision, gestion de vos émotions, vous pouvez être très bon là-dessus. Si vous avez une mauvaise gestion de votre risque, d'accord, que vous comprenez pas ce principe-là, que vous avez une mauvaise stratégie de drawdown quand vous enchaînez les pertes, que vous êtes en excès de confiance, que vous triplez votre mise, ou voilà, globalement que vous avez une mauvaise gestion de risque, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Et ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de perdre des trades, c'est tout à fait logique. N'oubliez pas, la règle numéro 1, c'est de préserver votre capital. Cette règle numéro 1, si vous la comprenez, préservez votre capital. C'est votre outil de travail. Si vous le perdez, vous ne pouvez plus trader. Donc la première chose, peu importe vos décisions, ça doit être toujours de conserver votre capital. Voilà, je voulais en reparler, mais c'est vraiment important. J'aime bien aborder comme ça des fois des petits thèmes. Et voilà, la gestion de risque, c'est un point très important. Maintenant, BTC sur du plus court terme. Alors, je vais mettre des moyennes mobiles, parce qu'on est toujours orienté à la baisse. On a toujours des moyennes mobiles, on a un 1 heure orienté à la baisse, si ça veut bien s'afficher. Voilà, pour le moment on se fait rejeter dans le tunnel 1 heure, donc le 15 minutes est plat, c'est normal, on est dans un range, on va sûrement avoir un 1 heure qui va être plat également, sauf si on se fait rejeter violemment, mais pour le moment, on est dans un range et on est dans une extrémité haute. Si je mets un volume profile, on voit qu'on est au-dessus du poke, on a rejeté vers la value area high, on est dans une zone où on va plutôt chercher des shorts. J'aime bien avoir des confluences avec des points pivots également, que ce soit des points pivots weekly ou daily. Voilà, là on est sur un point pivot weekly, on voit que on a du mal à passer au-dessus de ce niveau-là. On a une bonne confluence ici entre tunnel 1 heure et point pivot weekly. Ici on peut être dans une zone clairement pour chercher des shorts avec une zone d'invalidation si on break le tunnel 1 heure. Le but c'est pas d'holder une position. Ça aussi ça sera un autre sujet parce qu'il y a la gestion de risque, mais après il y a aussi accepter la perte, d'accord, et bien placer son stop loss. Tout ça c'est des thèmes que bien sûr je pourrais aborder à chaque fois, mais c'est des points importants parce que le but c'est pas d'avoir raison, le but c'est pas d'avoir un ego en se disant ah vous voyez j'ai eu raison, non, on s'en moque de tout ça. Ce qui compte c'est ok combien tu perds et combien tu gagnes à chaque trade. Le but c'est pas d'avoir raison, le but c'est clairement de faire de l'argent. Et voilà, c'est globalement ce que je voulais dire. Là-dessus, on est dans une bonne zone pour chercher des shorts. Et ce qui serait bien là, ça serait pour repasser bullish là sur du court terme, hein, parce que la dynamique 4 heures est globalement baissière. On a des sommets de plus en plus bas, les ranges prestés par des dynamiques baissières ont plus de chances de casser par le bas. Donc pour le moment, voilà, on voit qu'on est clairement dans une dynamique qui est baissière. Donc par contre, si on commence à, je vais juste masquer ça, flipper ce 1 heure en support, un 15 minutes qui cross à la hausse, ça peut être très intéressant. Et là, comme target, on aurait le tunnel 4 heures qui va être intéressant à surveiller, qui va s'aligner avec le niveau de support là, enfin le niveau de résistance maintenant des 60 500 $, 61 000 $. Donc attention, ce niveau-là que je vous parle, j'efface tout ça, tac, que je vous montrais en daily, j'efface ça, hop. Alors, je voulais pas montrer ça, je voulais mettre en daily. Voilà, ce niveau-là, je vous dis, si on réintègre, c'est une très bonne zone pour chercher des achats. Si on ne réintègre pas, c'est une très bonne zone pour chercher des shorts également. C'est un niveau de résistance, c'est un bon chiffre psychologique également, 60 000 $. On a notre tunnel 4 heures qui s'aligne avec ce niveau-là. Là, on a comme ça ce qu'on appelle une confluence de niveau d'un point de vue technique. Et voilà, affaire à suivre, mais si on y va, ça peut être une zone pour short. Par contre, comme je dis, si on réintègre, là, faut changer de mentalité. Se dire ok, c'est là l'importance de couper, hein. Je prends un exemple tout simple, moi je me rappelle sur BTC, sur BTC j'avais short le marché à ce niveau-là, on avait bien break ici, on avait un petit rejet sur du 4 heures, ici j'avais short le marché, dès qu'on a réintégré j'ai invalidé,
Et j'aurais pu me dire, ah oui, non, le marché, il se trompe, j'ai toujours raison, je me trompe jamais, je vais holder ma position, ça, c'est sûr que ça va bien se positionner, ça va bien se passer. J'ai bien fait de couper, vous voyez. Et au lieu de se prendre, bah ici je me serais clairement fait liquider, vous voyez, le marché ce qu'il a fait, c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque, de mettre son ego de côté, et bah, quand ça part pas, on coupe, tout simplement. C'est là l'importance d'avoir une zone d'invalidation qui est claire. Et à ce moment-là, j'avais pris des shorts vers les 40 500 $, avec une bonne gestion de risque qui était bien maîtrisée. Je savais ce que je perdais et je savais ce que je gagnais. Et quand j'ai vu qu'on réintégrait avec un bon momentum et qu'on repassait au-dessus de ces précédents sommets ici, j'ai invalidé. C'est là l'importance de couper sa position quand on se trompe. Le but c'est pas de holder une position où notre scénario est invalidé. Et là par exemple quelqu'un qui cherche des shorts dans cette zone-là, ok, si on commence à réintégrer, repasser au-dessus du tunnel 4 heures et flip cette zone de support, de résistance en support, faut couper. Ça sert à rien de holder une position, ça se trouve on va faire ça, et quand vous n'êtes pas à l'aise avec une position, la meilleure chose à faire c'est de la couper. Et j'en vois beaucoup et c'est ça, qu'on rentre sans plan, qu'on n'a pas de stratégie qui est fixe, des fois on peut ne pas être à l'aise avec une position, et on sait pas quoi faire. Alors le plus dur c'est de la couper, mais c'est également, enfin la meilleure chose à faire c'est de la couper, mais c'est également le plus dur à faire mentalement parlant, parce que on sait pas trop comment, voilà, si le marché au final il nous donne raison, bah on va se dire ah j'aurais pas dû couper, mais bon le résultat d'un trade de toute façon n'est pas significatif sur du long terme. Voilà, c'est globalement ce que je voulais dire sur le marché. J'aime bien reparler un peu de ça, pour certains ça peut être classique ce que je dis, pour d'autres ceux qui débutent ça peut vous permettre de bien progresser, d'avoir une bonne visualisation du marché, de bien comment trader, etc., d'éviter certaines erreurs. Peut-être pour certains c'est classique, mais c'est toujours bien de rappeler des bases comme ça qui sont selon moi primordiales en trading. On va faire une analyse d'Ether. Ether, ce qui est beaucoup plus bullish que le BTC. Bon d'ailleurs, on attend toujours ce déploiement des ETF spot. Il n'y a pas de nouvelles. Hein. Moi en général, je suis des comptes que j'estime pertinents sur Twitter, où j'ai les notifications qui sont activées. J'ai pas de nouvelles. J'avais le 8 juillet, c'était la dernière date que j'avais en tête. Actuellement, je sais pas du tout ce que ça donne. Donc ça devrait arriver cette semaine, au moins avoir quelques news, peut-être des dernières formalités qui sont en train d'être faits, mais pas spécialement de nouvelles. Dans tous les cas, pour moi, Ether est plus bullish que le BTC, vu qu'il n'a pas validé cette pattern de top. On est sur un bas de niveau, on a un rejet qui est pour le moment intéressant sur ce niveau de support. C'est vrai que ça, ce qui est ouf, c'est sur le contrat spot. Donc ici, je suis sur le contrat spot de Binance, on a été prendre le low ici, alors que je regarde sur le contrat perpétuel, on n'a pas du tout été chercher le plus bas, parce que ici on a fait un creux qui est beaucoup plus bas. En général c'est rare sur les contrats perpétuels, on va chercher un peu plus bas. Bon, c'est pas spécialement le cas ici. Dans tous les cas, on est sur un bon niveau de support. La charte ETH BTC, voilà, on rejette sur un niveau intéressant. On voit qu'on a deux zones qui sont tracées. Hein. Ces zones-là, ils sont tracées depuis très longtemps. Je les touche plus. Le but c'est pas de à chaque fois raffiner en permanence. Non, j'ai des zones qui sont simples, qui sont claires. Et simple à tracer, et voilà, pour le moment le marché, il a rebondi sur la borne haute ici, il est revenu chercher ce niveau de support qui est très pertinent. Maintenant la vraie confirmation, ça c'est vraiment le break de ce niveau-là. Si on commence à s'affranchir au-dessus, on aurait un changement de notre dynamique, et c'est vraiment ce qui me permettrait de dire ok, Ether là est vraiment bullish contre le BTC, il s'est bien fait surperformer pendant tout 2023, début 2024, moins 40% quand même, c'est pas rien encore, j'ai pas pris le point le plus haut. Moins 50%, là si on repasse, on peut se dire ok, là on repasse dans une dynamique haussière, on a ici une phase d'accumulation qui est validée et on peut aller chercher la borne haute. Donc plus bullish sur Ether, de toute façon j'ai toujours de manière générale été plus bullish sur Ether que BTC, ce qui n'était pas spécialement la meilleure chose visiblement en 2023. Je m'attendais pas à un BTC qui surperforme autant, que ça soit sur Ether et également la Bitcoin dominance. J'avais du mal, le marché il fait ce qu'il veut, hein, mais moi il y avait très peu de probabilité qu'on break ce niveau-là, c'était quand même un haut de range, précédé par une bonne dynamique qui était baissière, avec quand même, oui, un BTC qui évolue avec le temps, mais on a quand même des altcoins qui ont une capitalisation sur le long terme qui augmente davantage. Donc moi j'avais peu de conviction. Maintenant on la break, c'est là où voilà le marché nous donne toujours, le marché a toujours raison, et c'est pas parce que il a break que c'est la fin du monde, que ça y est j'ai perdu tout mon capital, absolument pas. On s'adapte bien sûr en fonction de ça. Et moi ce que j'aimerais maintenant voir pour vraiment parler d'altcoin season, reprise des altcoins, etc., c'est la réintégration de ce niveau-là et surtout le break de ce niveau-là. Si on repasse en dessous des 54%, on aurait le break du tunnel daily qui fait office de support depuis un moment.
qu'on aurait un changement dans notre dynamique, on validerait pour une première fois une pattern de top, et ça serait plutôt bullish pour la suite. Donc c'est vraiment ce que je surveillerai pour parler d'alcoin season. Pour le moment, on n'a pas eu d'alcoin season. On a eu, oui, des alcoins qui ont pump, mais ceux qui étaient là en 2021, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ce qui s'est passé sur les altcoins là récemment avec les pumps de 2021. De toute façon, on le voit sur la Bitcoin dominance. 2021, tac, on a des altcoins qui avaient plutôt bien performé. Mais voilà, Ether, on est sur un bas de niveau. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on aurait une petite pattern de retournement, ce qui pourrait nous pousser pour aller chercher les 3300 $. C'est une bonne target ici. Hop, ce niveau-là. Tac. Voilà pour Ether. Alors, on va faire le marché US, après on va faire les 3 altcoins que j'avais dit. Globalement, faut pas se prendre la tête, je le dis depuis des jours. On est sur une dynamique qui est haussière. Et ça sert à rien de chercher à anticiper le top parfait. J'en avais parlé ici au moment où on a break le tunnel 15 minutes, comme quoi on aurait de grandes chances de rentrer dans un range sur du court terme, chose qu'on a fait. On est revenu chercher le tunnel 1 heure et on est reparti. Et on voit que le marché réagit toujours un peu de la même façon. On a une dynamique qui est haussière, on part d'un range, d'accord? On voit qu'on a des moyennes mobiles qui crossent à la baisse, on voit que on a un 15 minutes qui fait office de résistance, les moyennes mobiles qui commencent à être plates, on voit la transition, des moyennes mobiles orientées à la baisse, des moyennes mobiles plates, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Et quand on a comme ça une forte dynamique haussière, on va avoir un 15 minutes qui va faire office de support sur du court terme. Quand on va commencer à le break, c'est le 1 heure qui va faire office de support, et quand le 1 heure va le break, c'est le 4 heures qui va faire office de support. Et si on repart dans une dynamique, on voit que là, à nouveau, des moyennes mobiles orientées à la baisse, ensuite des moyennes mobiles qui sont plates, ensuite on repasse dans une dynamique haussière, on a à nouveau une phase de hausse avec un momentum. Et là, pareil, 15 minutes qui fait office de support, ok, le 15 minutes, il break, c'est le tunnel 1 heure. On repasse dans une dynamique haussière, hop là, 15 minutes qui fait office de support, hop, on break à nouveau. Et on va chercher le 1 heure, etc., etc. Et le marché fonctionne comme ça, le marché est cyclique, et ce genre de pullback dans ces moyennes mobiles sont de très bonnes zones pour se positionner et faire de la continuation de tendance. Et en aucun cas, je vous le déconseille, de chercher le top. Parce que le top, si vous le cherchez, vous allez le chercher pendant longtemps. Pour le moment, on voit qu'on est sur une bonne dynamique qui est haussière, vaut mieux l'accompagner. Donc voilà. Attention à ne pas trop FOMO non plus. Il y a une différence entre l'intraday, le swing et des investissements long terme. Là, pour des investissements long terme ou du swing, pour moi, c'est compliqué. Sur de l'intraday, les pullbacks dans le 15 minutes, pourquoi pas. Pour du swing, si on revient chercher le tunnel 4 heures, c'est une bonne zone. Vous voyez, comme ici, on a fait un moins 3%, ça peut être une bonne zone. Là, si on y va, on serait sur un moins 3%, ça peut être des bonnes zones. Sur du long terme, en général, vaut mieux privilégier le tunnel day, moins 11%. Moins 11%, là on était revenu, non on a été plus bas. Là on était chercher le tunnel 3 heures. Le tunnel 3 jours. On avait fait un moins 25%. En général, il y a un repère psychologique des moins 20%, c'est estimer que quand on a un moins 20% sur le S&P, on rentre en bear market. Sauf que souvent, quand on fait un moins 20%, tout le monde parle de bear market, mais c'est souvent là qu'on pose un bottom. Moins 34% ici, là on avait fait quoi? Moins 20%, voilà. Donc moins 20%, à partir de moins 20%, tout le monde parle de bear market. C'est à ce moment-là qu'on pose un bottom. Donc ça peut être un bon signal, on va dire, si on commence à faire des moins 20% pour vous dire, ok, bon, tout le monde parle de bear market, la plupart des gens en général se trompent, donc ça peut être des opportunités pour se positionner. Nasdaq globalement c'est la même chose. On est dans une dynamique qui est haussière, un fort momentum. La meilleure chose c'est d'accompagner cette tendance. De toute façon là les charts se ressemblent pas mal. Il n'y a pas grand chose à dire. Dans tous les cas moi je trade pas le S&P et le Nasdaq. Je les analyse au cas où il y en a que ça intéresse, mais ça nous permet de voir globalement si le marché est plutôt orienté risk on ou risk off. Mais pour le moment ouais on a un marché qui est bien aussi, avec un indice dollar qui est bien rejeté ici dans sa zone de résistance. C'était plutôt pas mal. Ouais, on a un bon rejet pour le moment. Ce qui serait bien, ça serait de valider, parce que pour le moment on est juste sur, on n'a pas une inversion de notre dynamique. On est vraiment ici sur un rejet. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une structure de top comme ça, comme on a fait ici, pour vraiment, pourquoi pas, avoir une plus grosse structure et aller chercher ce bad range qui serait plutôt bullish pour le marché des cryptos. Alors au niveau des 3 altcoins, EGLD il est où? Alors EGLD qui rebondit plutôt bien. Et vous savez très bien que c'est une altcoin que j'apprécie pas tant que ça. D'un point de vue fonda,
je trouve pas ça pertinent. Après, c'est toujours subjectif. Et je sais que je vais me faire taper dessus parce que il y a une vraie communauté quand même. Les Français derrière EGLD, les EGLD maximalistes, hein, j'ai rien contre eux. Hein. Chacun a ses propres convictions sur des projets. Il faut tant mieux. Mais pour moi, le projet, il est pas spécialement intéressant. Il a quand même bien pris cher. Moins 95%. Après, ouais, c'est une altcoin qui était bien capitalisée au dernier cycle, qui a pris cher, qui est hors du top 50 maintenant, si je dis pas de bêtises, et qui a pas spécialement bien performé en 2023-2024. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est on est revenu chercher ici notre ligne de coup de cette pattern de retournement, et un petit conseil, je vous le dis, les moins 60%, ils viennent faire des pullbacks sur des lignes de coup, c'est des très bonnes zones pour potentiellement mettre un ordre en mode épuisette, des ordres en mode épuisette. Voilà, retenez ça, je vous le dis, des lignes de coups comme ça sur des patterns de bottom, après un moins 60%, c'est des bonnes zones. Alors, ça marchera pas sur tout, parce qu'il faut prendre bien sûr les altcoins quand même qui sont intéressantes quand même d'un point de vue fonda, mais voilà, je vous partage cette astuce. En général, moi j'aime bien mettre des ordres d'épuisette comme ça, sur des moins 60%, mais pas n'importe moins 60%, faut qu'on revienne quand même sur un bon niveau de support. Et là on a fait un bon rejet, alors pour le moment on est juste sur un rejet en V-bottom, souvent ces V-bottom on les reteste pour transformer ça en W, la même chose ici, un rejet en V-top, retest pour transformer ça en M-top. EGLD a plutôt bien rejeté, on voit que on est dans une dynamique qui est plutôt haussière en daily, avec ici une autre pattern de retournement, des creux des sommets de plus en plus haut, donc c'est plutôt pas mal. Si je mets des moyennes mobiles, on a break le 1 heure, on a break le 4 heures, on voit que EGLD surperforme bien l'ensemble des altcoins là sur cette hausse. On va avoir une heure qui repasse à la hausse, donc le même principe, hein. On voit qu'on avait des moyennes mobiles qui étaient plutôt plates, là on retrouve des moyennes mobiles orientées à la hausse, les pullbacks à l'intérieur, ça peut être de bonnes opportunités pour se positionner. Alors jusqu'à où déjà là ça devient compliqué de se positionner, puisque on entame quand même un niveau de résistance qui est assez important. On a quand même pas mal de liquidités ici à venir chercher. Attention au short squeeze à observer. Hein. Quand on a comme ça ces niveaux, alors on peut jamais anticiper si on va avoir un short squeeze. Ce qu'il faut voir, c'est quand on y va, comment le marché réagit. Si par contre on y va et on a une absorption, c'est-à-dire qu'on va avoir une mèche assez importante, vous voyez par exemple ce genre de mèche là, hop, cette mèche là, si on fait ça, en général ça veut dire que ce short squeeze a été absorbé par des vendeurs, donc faut se méfier. Mais compliqué de commencer à long ici, sachant qu'on est déjà sur une reprise de plus 40% et qu'on est sur un niveau de résistance. Par contre, si on break ce niveau-là, on a deux niveaux clés sur EGLD, je les ai dessinés, ils sont globalement ici. Voilà. Et si on veut aller plus loin, on a ce niveau-là, qui est globalement notre ligne de coup, que je peux affiner, globalement ici. Voilà, ces trois niveaux. Si on les break, ils font office de support. Si on est en dessous, si les zones sont au-dessus et le prix est en dessous, c'est des zones de résistance. Donc attention ici à pas se positionner rapidement, à chercher des achats, c'est un peu tard. Après ça dépend toujours. Hein. La personne qui se dit moi je suis sur du long terme. Oui, au GLD, on est toujours dans des bonnes zones de localisation sur du long terme. Sur du court terme, par contre, méfiance. On a déjà une bonne hausse qui est entamée. Je pense pas qu'on pousse à la divergence baissière. Non, on a toujours un momentum qui est... on pourrait voir ici une divergence baissière potentielle, mais pour le moment c'est beaucoup trop tôt. On a un momentum qui reste bullish sur du 4 heures. Donc pas spécialement d'affaiblissement. Donc chercher des shorts c'est également compliqué. Chercher des longues c'est compliqué vu qu'on est sur un niveau de résistance. Par contre sur l'intraday, si on a des pullbacks, tunnel 15 minutes, ouais, ça peut être très intéressant. Avec un tunnel daily qui est vers les $42 pour information. Ça peut être une bonne confluence ici si on a une prise de liquidité, à voir comment il réagit dedans. Mais ouais, EGLD qui réagit plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme je dis, il n'a pas fait grand chose. Donc trois niveaux intéressants. Donc, globalement $48, 38 et le bad range $28. Algo. Tac. Le Algo, il est pas revenu chercher sa ligne de coup, qui était vers les 10 centimes. Pareil, hein, c'est une crypto qui a pris vraiment cher. J'en parlais aussi, hein, c'est compliqué d'être bullish sur ce genre de chart. Moi, j'en possède pas, mais en fait, quand on a comme ça une crypto qui break son crash Covid, ça c'est le crash Covid de mars 2020, on a été plus bas. Si je compare, hein, comme si le BTC on cassait ce niveau-là. Vous voyez la différence à quel point on a une altcoin qui a pris cher. Et comme si BTC était sous les $3 850. Ok. Donc
là, il va y avoir deux esprits, deux mentalités. Il y a ceux qui vont se dire, oh bah super, la charte a pris extrêmement cher, c'est une grosse opportunité pour se positionner, parce que si on retourne à la TH, c'est une performance de dingue. Moi, je le verrais pas comme ça. Je le verrais plutôt à me dire, ok, bon, si elle a autant pris cher, c'est quoi la raison? C'est peut-être parce que il n'y a pas une forte demande sur le projet, et en général, c'est pas très bon, d'accord? Enfin, moi, je le verrais plus comme ça. Maintenant, d'un point de vue technique, on avait bien un tunnel daily qui était bien orienté à la baisse, on l'a break, il a fait office de support, on s'est fait rejeter dans le tunnel 3 jours, on voit que on rentre globalement dans un range un peu long terme, vu qu'on a un tunnel daily qui commence à être plat. Le mieux dans ce genre de range, c'est pareil, de se positionner sur la borne basse. Les niveaux clés que je surveillerai sur Algo, on a ce niveau de résistance là, on a ce niveau là, et ouais, déjà on a deux bons gros niveaux là, et cette zone là quand même qui est assez intéressante. Donc si on reflippe ce niveau là en support, on aurait de grandes chances d'aller chercher les 20 centimes de dollars. Maintenant la zone elle est pas spécialement idéale où on se trouve. Si on avait été plus bas ici, pourquoi pas, ça aurait pu être une zone pertinente, mais là on s'est un peu arrêté un peu n'importe où. On a validé également une épaule tête épaule, donc ouais, j'attendrai au moins une réintégration ou à nouveau une pattern de retournement pour me positionner. Dernière crypto, ICP qui avait quand même fait une bonne hausse fin 2023. On avait fait combien? On avait fait quand même un x5 x6, c'est plutôt pas mal. On a quand même break les moyennes mobiles sur du long terme. Bon, on revient chercher notre zone de Fibo au niveau des 0,786. On est quand même sur un niveau assez intéressant, on a bien réagi. Si je mets un volume profile, on est revenu chercher notre haut de range, on voit bien le range qui est délimité ici. Et ça, on voit qu'on a globalement notre extrémité basse vers notre value area low, qui est ici, et notre extrémité haute vers notre value area high. Voilà, un niveau quand même assez large, mais globalement vers les 7 $, 6,5 $. On a rejeté, c'est un niveau qu'on doit rejeter, puisque si on réintègre, en général, on a de grandes chances d'aller chercher le milieu de range, voire le bas de range. Donc pour le moment, on a un bon rejet, surtout on a quand même un rejet en V-top. J'oublie, ces V-top sont souvent amenés à être testés, au moins revenir chercher 0,382, voire 0,618. Par contre là, on a un gros niveau de résistance qui sera pas facile à passer. On voit qu'on a quand même pas mal de mèches, donc tout ici on peut avoir des acheteurs qui sont piégés. Si je mets un volume profile, on voit que là, c'est la zone où après on commence à avoir pas mal de volume. Donc ouais, dans toute cette zone là, vous voyez, le fait d'avoir autant de volume, si on a, et j'allais dire si on a des acheteurs, dans cette zone-là, c'est des gens qui ont la tête sous l'eau. Et le fait de revenir chercher ces zones, ça peut être des acheteurs qui clôturent leur position pour sortir un break-even, et on peut clairement se faire rejeter. C'est un niveau qui sera pas facile à passer. On le voit bien. Si je veux être précis, c'est la zone entre les 11,5 et 11 $. Donc sur une zone de résistance, on n'est jamais précis, c'est jamais du dollar près, mais là on a une bonne zone. Donc, si on rejette ici, ça peut être une bonne zone de support pour chercher des achats et viser la borne vers les 11 $. Ce qui fait quand même une bonne amplitude de prix. Sinon sur du court terme pour le moment trop tôt pour parler de vrai bottom. On voit pour le moment se faire rejeter dans le tunnel 1 heure. La charte ressemble un peu à celle du BTC. Ce qui serait bien, c'est rentrer dans une phase de consolidation. Et voilà, globalement, avoir un 1 heure qui fait quelque chose comme ça, un 4 heures qu'on break par le haut, qu'on fait un pullback dedans, et un 1 heure ensuite qui passe par-dessus. Vous voyez, ça c'est le genre de configuration que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on passe d'une dynamique baissière à une phase de transition en range, suivie d'une dynamique qui est haussière, avec on passe au-dessus des moyennes mobiles, on les pullback, on les flip en support, et là on peut s'attaquer aux prochaines résistances. C'est globalement ce que j'aime bien voir pour passer d'une dynamique baissière, une phase de range à une dynamique haussière, et soit se positionner en sortie de bottom, sortie de range, c'est une entrée un peu plus agressif, ou alors faire de la continuation de tendance, qu'on a vraiment une tendance qui est bien amorcée. Mais dans tous les cas, ouais, on revient chercher des niveaux de support assez intéressants. Rien d'autre à ajouter, j'espère que cet update vous aura plu. Dans tous les cas, sur le BTC, tant que ça ne bouge pas, c'est compliqué de faire des analyses beaucoup plus détaillées que ça, parce que comme je dis, il se passe pas grand chose. J'attends surtout les ETF sur Ether, voir la réaction du marché. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.